Ok, bah merci. T'écoutes. Oui, bon, bonjour tout le monde. Merci de participer dans cette flash talk un peu inhabituelle parce que c'est pas un flash talk sur des résultats de recherche, mais c'est une vue du futur, des futures possibilités de projets européens, en fait. Comme vous devrez peut-être savoir, parce que j'ai déjà fait un flash et puis un talk dans une AG là-dessus, je participe dans un projet européen qui s'appelle EUFOR, qui en fait un projet de coordination de recherche. Et ce projet était simplement créé pour établir une agenda stratégique de recherche et de l'innovation pour un partnership. Alors, le partnership, je vais utiliser le mot anglais pour bien faire la différence d'un partenariat français. Le partnership, ce sont des très gros projets européens, un peu comme les Biodiversa Plus. Donc, c'est des méta-projets. C'est des projets qui vont recevoir de l'argent de l'Union européenne et des différents États membres qui participent dans ce partnership et qui vont du coup faire des appels d'offres pour la recherche, pour leur thématique, pour un certain nombre d'années. Donc, dans notre cas, c'est le European Partnership on Forest and Forestry. Et donc la thématique est construite. Et donc il fallait, pour pouvoir soumettre ce projet, parce que comme tout autre projet européen, même des méga projets, il faut les soumettre, ils passent un reviewing. Pour le soumettre, il fallait bien sûr une agenda stratégique de recherche et de l'innovation, un SRIA, euh, qui contient les thématiques de recherche. Donc le projet EUFOR, donc j'utilise ici un PowerPoint en anglais et qui a été fait par le IUCN, le FI, comme un peu les PowerPoint de présentation officielle. Bon, je vais le modifier après, vous verrez bien, parce que je le trouve un peu trop politique. Donc, le projet EUFOR avait comme charge de d'abord créer un Stakeholder Engagement Hub. Ça a l'air super, super cool, mais en fait, c'est juste une liste des gens qui sont intéressés par la forêt. Donc, de différentes parties prenantes. Donc, on parle d'une quadruple hélice. Ça veut dire qu'il y a des parties prenantes qui sont des chercheurs, mais qui sont des propriétaires forestiers, qui sont des gestionnaires forestiers, des gens qui sont dans l'industrie, qui est adossée aux produits forestiers et puis des gens qui sont plus dans la partie gouvernement et politique, et j'oublie qui? Ah oui, j'oublie le grand public avec tous les NGO. Voilà. Donc, EUFOR a fait une très longue liste, et basé sur cette liste, la deuxième chose qu'il fallait faire, c'est créer cette agenda stratégique comme une base pour ce partnership. Donc, le partnership, il était soumis en septembre de cette année, 2025. Il devrait commencer en printemps 26 et avec probablement les premiers appels d'offres en automne 26. Tout ça, c'est gros à peu près, hein, pour le moment, on ne sait pas trop, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. OK. Bah, je vais faire une jolie animation. Je vais la louper. Euh, donc, ah oui, voilà. Donc ça, c'est ces quatre parties prenantes qui ont du coup participé à tous les processus, euh, on appelle ça co-créatif, qu'on a démarré dans ce projet EUFOR il y a 3 ans maintenant. Et donc, est-ce que vous voyez ma souris? Je ne le vois même pas moi-même. Vous voyez ma souris? Oui, ok. Donc, Ouais. en 2023, le projet a organisé 6 workshops à travers de l'Europe. Il s'appelle Regional parce que c'est toujours plusieurs pays dans un même workshop pour diviser un peu la vingtaine de pays participants. Et ces workshops ont été faits pour collectionner des post-it avec des thématiques de recherche importantes, des fronts de sciences en recherche forestière importants, et pas juste front de sciences, mais aussi front d'innovation, front technique, parce que tous les quatre types de parties prenantes ont participé à ces réunions. Et donc, après, il y a des thematic working groups qui ont établi. Donc, c'était des groupes de travail. Donc, moi, je coordonnais un groupe sur la thématique écologie, ce qui est devenu un des chapitres de l'agenda stratégique. Il y a 3 autres. Je montre ça juste après. Et donc, pendant pratiquement 2 années, enfin, oui, une bonne 2 années, on a travaillé sur ces idées pour les organiser, les mettre ensemble, les passer en revue par différentes organisations, stakeholders à l'Europe et tout ça pour arriver à quelque chose à peu près cohérent. Donc, pourquoi j'ai fait cette présentation comme maintenant? Parce qu'on fait la version finalisée
de l'agenda stratégique dans un PDF très joli avec plein de graphiques dedans a été présenté le 15 octobre, donc il n'y a pas très longtemps, à Bruxelles devant des représentants de différents directoires bruxellois et diverses grosses associations de propriétaires forestières, de Forestry Technology Platform et ces autres trucs. Voilà. Donc maintenant, on a un truc officiel, on peut facilement le partager. On avait une pré-version qui était déjà partagée, mais là, on est vraiment dans les versions qui étaient soumises avec les projets. Ça ne veut pas dire que cet agenda stratégique ne peut pas évoluer. Et d'ailleurs, du coup, moi, je fais partie des gens qui participent directement à l'organisation des partnerships et je suis dans un work package qui a en charge de faire évoluer l'agenda stratégique. Et donc, on va au minimum avoir une deuxième version écrite au mi-juin, mais on va travailler là-dessus, collectionner encore des idées, des différentes sciences et tout ça. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, donc on avait les six regional workshops. Donc, on a quatre groupes de travail sur quatre chapitres, je pense après. Donc, on a collectionné plus que 2000 post-it qui, du coup, étaient distribués dans les différents chapitres et sur lesquels on a, du coup, travaillé. Et on avait, après, dans les groupes de travail, plus que 160 personnes à travers de l'Europe qui ont participé dans ces discussions autour de cet agenda stratégique. S'il y a un truc qui n'est pas clair, m'interrompez tout de suite pour que je puisse clarifier des choses, parce que c'est quand même un peu compliqué tout ça. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est présenter un peu plus l'agenda stratégique. Et je ne vais pas tout présenter parce que je ne me rappelle plus combien de thèmes qui sont listés. Vous avez un lien à la fin, vous pouvez télécharger l'agenda stratégique très très facilement et puis lire et regarder vous-même et vous faire un avis là-dessus, regarder où votre recherche tombe. Donc, essayez pas de lire le petit truc, ça arrive en plus grand après. C'est juste pour montrer qu'en fait, il y a quatre chapitres. Le premier, ce que j'appelle le chapitre écologie, il s'appelle officiellement maintenant Resilient Forest and Forest Landscapes. Donc c'est celui-là que moi je coordonnais l'écriture. Et le deuxième, en gros, c'est la sylviculture et le management. Le troisième tourne autour de tous les produits forestiers, donc pas juste le bois, mais l'ensemble de produits forestiers qu'on peut imaginer et dans le cadre d'une bioéconomie circulaire. Et le quatrième chapitre, c'est un chapitre qui touche plus aux services écosystémiques, tous les problèmes sociétals, policiers et de gouvernance. Dans cette espèce de rosace, vous voyez que bien sûr chaque chapitre, comme c'est très gros, très large, on peut, pour mieux organiser les choses, on a mis des sous-chapitres. Je montre ça tout de suite après. Donc le premier chapitre écologie, donc son objectif est de, bon, on a essayé de écrire une phrase. Enfin, on a beaucoup travaillé sur ces phrases-là en anglais. On s'est beaucoup battu sur chaque mot qui est écrit dedans. Donc ça, c'est le résultat final. Je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais bon, c'est voilà, c'est ça ce qui est écrit finalement. Donc l'objectif, c'est de fournir des preuves écologiques qui sont nécessaires pour maximiser la résilience des forêts européennes et leur contribution à la résolution des défis mondiaux pour les plus importants. Donc, bon, principalement le changement climatique. Mais on ne voulait pas être restrictif. Donc le deuxième, civiculture, donc l'objectif c'est de fournir des solutions scientifiques et une grande base de connaissances qui peut soutenir le développement et l'application d'une gamme très diversifiée d'approches de gestion forestière dans les forêts européennes. Le troisième, c'est donc ça, c'est les produits forestiers. Donc là, l'objectif, c'est de exploiter, moi j'aime pas trop le mot exploiter, mais bon, exploiter pleinement le potentiel des ressources forestières dans la transition vers une économie verte, compétitive et résiliente. Donc ça, c'est vraiment important ça. Et ça comprend aussi le développement de nouveaux produits et services forestiers. Et c'est aussi de surmonter les obstacles techniques et non techniques qui entravent actuellement les progrès. Et puis le chapitre D, l'objectif est la compréhension des évolutions des besoins sociétaux en matière de forêt et de soutenir l'exploration de stratégies innovantes pour la résolution des conflits, de modèles de gouvernance et d'opportunités de marché. Donc ça doit contribuer collectivement à une transformation en société durable autour de la forêt.
Donc, juste là, comme un exemple, le chapitre forêt, quand vous téléchargez, vous allez voir. Donc, dans le chapitre écologie, on a trois sous-chapitres. Et le premier s'appelle Forest Ecosystems Under Pressure. Donc, ça veut dire, en fait, c'est les effets de différentes contraintes qui pèsent sur les écosystèmes forestiers et les effets, le fait de ces contraintes. Le deuxième, on passe des effets au fonctionnement. Donc, dans le deuxième, Forest Ecosystem Resilience in a Changing Environment, c'est le fonctionnement des écosystèmes et leur réponse aux contraintes. Et le troisième, on passe des écosystèmes vers une échelle au-dessus, sur une échelle paysagère, et qui contient aussi toutes les approches de monitoring. Donc, similairement, je ne vais pas aller dans tous les détails maintenant, parce que aussi je le connais moins bien des autres chapitres. Bon, chaque chapitre a un peu des sous-chapitres. Et finalement, ce que vous allez voir, je prends aussi juste un exemple, dans le chapitre écologie, le A, donc dans chaque sous-chapitre, donc ici c'est la partie fonctionnelle, les Forest Ecosystem Resilience, vous avez finalement ce qu'on a appelé des thèmes. Donc ça, ce n'est pas des topics dans un sens européen, cluster 6 et les appels d'offres qu'on a traditionnellement pour des grands projets collaboratifs, où les topics sont déjà très contraintes, très bien décrites, et souvent on fait écrites par des consortiums qui veulent y répondre. Ici, on appelle ça des thèmes, et les thèmes, c'est fait exprès, qui sont écrits d'une façon très large. Donc, par exemple, on va parler de stress abiotique, on va pas parler de sécheresse, on va pas parler de feu ou de vent, mais on va parler de stress abiotique. Donc, quand vous les lisez, bah, essayez d'imaginer ce qui est derrière. C'est très inclusif, ça inclut plein de choses. Et donc, vous avez une liste des choses qui sont décrites. Donc, il y a à peu près une dizaine dans chaque sous-chapitre de chaque chapitre. Donc, en tout, ça fait quand même pas mal de choses. Ça couvre vraiment assez largement toute la recherche forestière. Et en même temps, vous voyez ici à droite qu'on dit quand les thèmes sont déjà connectés à un autre chapitre. Donc, par exemple, l'exemple ici, le premier thème, améliorer la compréhension de la biodiversité inter et intra-espèces et la biodiversité fonctionnelle, bah, ça, c'est quelque part lié au forest management, chapitre P, qui contient toute la partie finalement sélection et sylviculture, parce que bon, cette compréhension de la biodiversité peut être un des fondements pour, à partir de ça, développer une sylviculture. Et puis, ainsi de suite, on voit pour les autres qu'on a déjà réfléchi à différentes connexions. Après, il y a d'autres thèmes qui ont pas trop de connexion aux autres chapitres. Bon, je ne veux pas lire je sais pas, cinquantaine de thèmes, mais juste pour vous donner un peu quelques idées de mots-clés importantes qui ressortent des différents thèmes. Dans le chapitre écologie, on a des mots-clés comme résilience, diversité génétique, diversité fonctionnelle, les perturbations, le monitoring, la conservation, la connectivité entre écosystèmes, services écosystémiques, voilà, etc. Donc ça, je pense que vous connaissez assez bien, c'est assez clair. Le deuxième, ça, c'est la sylviculture. Donc, on a des mots-clés comme les ressources génétiques forestières, la propriété forestière, la séquestration carbone, breeding. L'intelligence artificielle sort beaucoup là pour l'utiliser, ou le machine learning pour les nouvelles techniques de sylviculture. Et puis, bah, la provision de services écosystémiques, remote sensing aussi pour impacter une sylviculture plus technique finalement. Donc le troisième chapitre, ça c'est la partie produit. Donc là-dedans, on a des mots-clés comme les fibres, les constructions, les produits chimiques, le packaging eco-friendly, des produits à base de bois innovatifs, à haute valeur, mais aussi toutes les régulations qui vont avec ça, les value change, les procédés industriels, et l'impact environnemental de ces procédés. Donc, et puis le quatrième, ça c'est la partie plutôt société et économie. Donc là, on a des thématiques comme l'urbanisation, la globalisation, la résolution des conflits qu'on trouve assez régulièrement, la crise climatique, les modèles de gouvernance.
la transformation sociétale, les policies qui vont avec, et tout ça, bien sûr, toujours à un niveau européen. Dans le projet EFOR, par exemple, avec Arnaud Sergent, qui est à l'UMR ETIS à Bordeaux, qui est un chercheur en politique forestière. Dans le projet effort, on a fait une très grande étude où on a essayé de rassembler de quelle façon la politique gère les forêts. Donc, dans quel type de documents, dans les différents États, on trouve finalement les régulations qui impactent comment on fait la gestion forestière, comment on fait la sylviculture, comment on utilise les forêts. Et c'est très étonnant, ça se trouve dans des documents très très différentes, à très différents niveaux de différents pays européens. Parce que tout l'ensemble de ces thématiques, il faut vraiment le voir du coup à un niveau européen. Donc, en fait, je suis déjà à la fin. Donc, ça c'est de très jolies images qui sont faites à l'IUCN. Tiens, il me manque. Ah oui, normal, je passe au dernier d'abord. Voilà. Euh, c'est bizarre. Oui, bon, je repasserai ce sujet-là. Bon, on a inclus, enfin, IUCN a fait un très joli graphique qui montre aussi un peu les connexions en résumé entre différentes thématiques. Donc là, ici, on a à des thématiques un peu plus larges qui sont développées à partir de la longue liste de thèmes et montrent un peu à quel point dans les écosystèmes ou dans l'industrie, ça, ces différents thèmes sont positionnés. Donc, maintenant, donc cette agenda stratégique, en ce moment, elle est écrite, elle est fixée, mais ça ne veut pas dire qu'elle reste comme ça. Et surtout, cet agenda stratégique va être utilisé maintenant au début du projet. Et en fait, on a déjà commencé à travailler là-dessus maintenant avant que le projet commence même, parce que bon, c'est assez sûr que le projet partnership va être accepté par l'Europe, parce que c'est même l'Europe qui a demandé de le faire. Euh, que maintenant, il faut utiliser l'agenda stratégique pour créer un roadmap et surtout pour créer le premier appel d'offres pour savoir quelle thématique, quel thème va rentrer dans le premier appel d'offres. Et pour faire ça, dans le Ver Package 2, géré par quelqu'un du ministère irlandais de Forêt et Agriculture, et puis donc et un Norvégien, aussi ministériel. Dans un sous-work package, on va faire un- un questionnaire. Un questionnaire très largement répandu au niveau d'Europe, qui va être envoyé à longue liste de partenaires, des parties prenantes qu'on a établies dans l'effort, mais en fait, pour lequel on peut faire de la publicité et tout le monde peut le remplir. Et donc, en gros, on va pouvoir classer les différents thèmes dans l'agenda stratégique par rapport à leur importance. On peut donner 5 points et puis on peut dire, moi je trouve cette thématique, elle est très très importante, il faut la traiter dès la première année, sinon c'est trop tard. Voilà. Et on peut faire ça pour chacun des chapitres. Et ça, on va probablement faire assez régulièrement parce que des projets vont être acceptés et donc certaines choses vont être faites et donc l'agenda stratégique va évoluer. Et de l'autre côté, bah, si vous regardez l'agenda stratégique pour peut-être préparer cette questionnaire, vous pouvez commencer à réfléchir aussi un peu au projet, au réseau que vous avez déjà, euh, et peut-être éventuellement me faire un retour, quel thème pourrait vous intéresser, parce que moi, ça me permet éventuellement, si j'entends parler de réseaux, de groupes qui se forment pour peut-être monter un projet, de réagir rapidement et peut-être voir comment on peut s'insérer là-dedans, en tant qu'unité. Donc, j'aurais bien un diapo que je vais montrer avant, parce que pour télécharger l'agenda stratégique, c'est très très facile. Bon, vous pouvez vous rappeler du DOI, mais bon, il faut avoir une très bonne mémoire. Sinon, vous allez sur la page web de Eufor, c'est facile, eufor.eu, vous tombez directement là-dessus. Et dans le bandeau des points de menu qu'on trouve en haut, page web classique, il y a un point de menu qui s'appelle Strategic Research and Innovation Agenda, donc SRI, et vous cliquez là-dessus et vous tombez sur une page où vous pouvez télécharger l'agenda stratégique directement. Voilà, j'ai fini quand même avec le diapo de tous les groupes qui sont impliqués dans l'effort. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant tout de suite ou plus tard, en me voyant voir ou par email ou autrement. Merci beaucoup. Merci, Oliver.
Bon, on a le temps pour des questions. Ah oui, et est-ce que je dis les 230 millions finalement? Ou est-ce que c'est juste Émilie qui l'a dit au début? Ça ne dit rien, hein. Ouais, donc il y a 230 millions d'euros pour cette année de call. On va pas pouvoir tout faire avec ça, c'est pas mal d'argent, mais l'agenda stratégique, si vous la regardez, vous verrez, il est vraiment très très large, on peut faire plein de choses. Mathias, Il y aurait juste une question à cause des appels d'offres. Est-ce que ça va être plutôt des petits appels comme dans Sam Forest, tu vois, comme les anciens, je ne sais pas comment tu appelles les appels d'offres, ou est-ce que ça va être plutôt un truc O'Brien avec 80 partenaires, un grand projet à ça à écrire? je sais pas du tout pour le moment. Je sais pas du tout, et d'ailleurs personne ne le sait vraiment. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit être décidé. Donc, le fonctionnement est quand même un peu étrange. J'ai pris longtemps pour vraiment comprendre. On a, en théorie, 230 millions d'euros. Mais comme c'est de l'argent qui vient en deux tiers des différents ministères, des différents pays qui participent, pour chaque pays peut bien sûr chaque année décider finalement combien d'argent il met vraiment. Et surtout un peu sur quelle thématique. Donc il y a des années, il semble déjà les biodiversités un peu comme ça. Il se peut que certaines années, certains pays ne participent pas parce que ça ne les intéresse pas, les thématiques qui sont proposées. Et donc, on fait donc dans le Partnership e Work Package 3 qui contient, enfin, oui, qui est composé euh, que des financeurs. Donc, en France, c'est l'ANR qui est dedans. C'est quelqu'un de l'ANR qui est dans cette Work Package. Et donc, chaque année, ils vont discuter. En gros, le Work Package 2, où moi je suis, on livre un possible roadmap. On livre une possible liste pour cette année-là, des thématiques qui pourraient être traitées. Et après, c'est eux qui prennent ça, qui discutent entre eux. Et c'est là où ça va se décider. Est-ce que ça va être plein de petits projets, ça va être quelques très gros projets et tout ça. Donc malheureusement, Bon, je peux. dans Eranet, c'était que on a fait des projets, tu vois, tu as pris deux, trois d'autres personnes, je ne sais pas, Suisse, Allemand, et tu as écrit, et après, tu l'as envoyé, et si c'était évalué bien, euh, c'est les pays qui sont payés, mais c'est pas les pays qui sont déjà décidés dès le début si ça va être financé. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est un fonctionnement Eranet. Les partnerships ne fonctionnent pas comme ça. Ok. Donc on aura un peu la surprise. Bon, moi, je suis un peu dedans, donc je peux avoir glané l'information un peu avant et je veux la partager, bien sûr. Le plus tôt qu'on peut avoir ce genre d'informations, le mieux c'est pour se préparer. Euh, mais officiellement, il se peut. C'est pourquoi on commence aussi déjà maintenant à travailler. C'est pourquoi nous, on commence déjà maintenant vers Package 2 de faire cette questionnaire qui doit être fini mi-janvier pour qu'on livre vers Package 3. Donc tout ça, c'est déjà avant le projet commence, quoi. Fin janvier, on doit livrer vers Package 3 la liste et là, il commence à discuter. Donc ça veut dire on peut peut-être avoir fin février, début mars, une première idée, information sur les thématiques du premier call et aussi sur la taille des projets et comment ça va être organisé. Mais ça peut être tout, hein. Ça peut être, pour le moment, c'est pas très clair. Ok, merci. Émilie, Ouais, je pense que c'est un peu dans le même sens que Mathias. Du coup, on sait vraiment pas si c'est des tailles Horizon Europe ou des tailles ANR, quoi. bon, je pense que c'est plutôt taille Horizon Europe que taille Rainer. Ça m'étonnerait qu'ils font des petites. Surtout le premier call, euh, l'idée était un peu. Comme ça va être quand même assez difficile et tout démarre que les grosses coordonnateurs du truc, en fait, donc le partnership va être coordonné par le ministère d'Agriculture finlandais. Et donc beaucoup les filles aussi, et donc bon, les Finlandais ils sont assez pressants là-dedans. Et en fait, quelque part aussi, au niveau d'Europe, il existe une espèce d'organisation de conseil qui s'appelle le SCAR, le Standing Committee for Agricultural Research, ok. Et donc ça, c'est des scientifiques, mais aussi des personnes de ministères qui sont là-dedans. Et il existe un sous-groupe pour la forêt. Et en fait, c'est ces groupes, le SCAR Forêt, qui a poussé à la création de cette partnership. Et quelque part, c'est le SCAR Forêt qui est toujours un peu les gens dans le SCAR qui sont des gens qui ont ça en main.
Donc pour le moment, en France, le chip Ecofort, il est dedans avec Nicolas Picard, mais comme Nicolas va arrêter, on ne sait pas trop comment ça Ouais. continue. Donc il y a les Ok. Irlandais dedans et tout ça. Et j'ai perdu mon fil rouge. Et oui, et La donc question, c'était l'idée sur la taille. au début, c'était probablement de faire pas des projets très très précis, mais faire des projets très larges. Donc il se peut bien que le premier call, c'est des très gros projets. Et au fur et à Ok. mesure, ça s'affine. Et est-ce qu'il y a eu dans les discussions, tu vois, déjà un petit peu des règles, par exemple sur les consortiums qui montent ces projets, sur le nombre de pays qui doivent être impliqués, Pas du tout. Rien du tout. d'une part, et ça, il n'y a pas eu. Et Rien après, du la tout. même question sur les financeurs. Est-ce que l'argent investi par la France dans le bucket ressort à valeur égale pour la France ou est-ce que c'est mis dans un pot commun et tout est redispatché ensuite? Ça aussi, ce n'est pas très clair. Il y a Ouais, beaucoup de gens qui râlent qui sont dans le montage de projet, les gens du ministère en France et tout ça, parce que c'est pas hyper clair. Parce qu'en fait, ça se décide dans le Consortium Agreement. Et ça, c'est pas encore fait. Mais comme tout projet européen, on soumet un projet, on attend le retour de l'Europe, et quand on a le retour de l'Europe, on travaille sur le Consortium Agreement qui, pour un projet de recherche, contient plutôt comment on bosse ensemble, comment on partage les données et tout ça. Pour un partnership, bah, c'est à tout autre niveau, et donc le Consortium Agreement, il va définir combien d'argent de ces 230 millions promis vont dans les appels d'offres et combien vont dans les différents work packages du partnership. mm, Parce que les choses qu'on fait, donc il y a un work package 4, parce qu'en fait c'est compliqué. Les 70 millions d'euros que l'Europe met là-dedans, il faut qu'ils soient couverts par des hommes moins des gens qui, quelque part, bossent volontairement des différents pays pour faire tourner le projet. Donc, il y a un Work Package 4 qui était créé, qui comprend des choses comme les Living Labs. Ça, c'est un Work Package qui est géré par Myriam, qui est peut-être encore là ou pas. Il y a un Work Package sur les infrastructures forestières, qui est coordonné par INRAE, par Catherine en ce moment. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore dans le 4? Myriam, si tu es là, tu te rappelles ce qu'il y a encore dans le 4? Mais bon, dans le 4, il y a des choses pratiques. Et donc, il y a Il des y a le gens qui monitoring, s'impliquent. tu l'as dit, le monitoring? Voilà, il y a le monitoring aussi. Et pour le moment, c'est même pas encore clair, les gens qui ont dit je mets tant de temps dedans, combien d'argent ils vont recevoir pour ça. Parce que pour le moment, la distribution de l'argent, bah, il dépend du consortium agreement et ça, c'est pas fait. Donc, désolé, je peux pas, mais je vous tiendrai au courant. Je ferai d'autres flash ok. talks quand j'ai plus Et d'infos et je vous du coup, tiendrai au courant. une dernière question, tu n'auras probablement pas la réponse. Est-ce que sur les calls, désolée, ça, c'est des questions concrètes, est-ce que sur les calls, il y aura, pareil, en plusieurs phases, lettre d'intention suivie de dépôt complet? Est-ce que c'est décidé déjà de faire des calls un peu Non, non, progressifs, comme ça pour pas perdre trop de temps? tout ça, c'est le travail du Work Package 3, donc des financeurs, et ça Mhm. va démarrer en janvier ou février où ils vont discuter tout ça. Donc pour le moment, Ok. malheureusement, enfin, vraiment la seule chose qu'on a pour le moment, c'est l'agenda stratégique, et on va pouvoir répondre à un questionnaire. Et si on répond à ce questionnaire, on a un impact sur, pas juste quels sont les premiers thèmes ou topics pour le premier call, mais aussi de façon générale, dans l'ensemble de l'agenda stratégique, qu'est-ce qui est important? Parce que l'agenda, vous allez voir, elle est Mhm. hyper large. Ok. Et donc, je peux que vous inviter de vraiment répondre à cette questionnaire que je vais vous envoyer dès que je l'ai. C'est peut-être dans 2 semaines, il doit être fini. Enfin, moi, j'ai vu presque la version finale, il est bientôt fini. Et Et, faire la et je, publicité, et puis reprendre ça, quoi. je te pose quand même une question dernière, désolée. Le partenaire qui s'appelle Boku, ça m'intrigue. C'est l'université de Vienne. D'accord. Boku, ça vient des deux mots allemands, Bodenkunde. Ah, ok. C'est les sciences du sol. Ce qui est très D'accord. bizarre parce qu'ils font plein d'autres choses que le sol. Tous les gens que moi je connais, oui. En plus, quand tu le prononces à la française, ça fait un truc Oui, oui, bizarre, je c'est suis ça, c'est d'accord. rigolo. Ouais, ça fait un Boku. Oui, j'avais pas fait gaffe. J'ai essayé d'expliquer ça aux collègues Oui, en Vienne et ils sont comme, pas trouvé ça rigolo. c'est comme APT, tu vois, AgroParisTech, APT, c'est en français, c'est pas joli, non plus, c'est pareil. Comme beaucoup APT, c'est la Ouais, blague de ouais. l'après-midi. Allez, je vous quitte. Voilà. Cyril? Ouais, j'avais une petite question. J'étais en train de me dire qu'en fait, justement, parce que je trouve que c'est quand même ça reste quand même touffu et pas si facile que ça à saisir. Mais je me demandais, c'est justement le questionnaire, en fait.
en prenant le temps de de remplir le questionnaire, ça aidait pas aussi à voir ce qui était enfin, ce qu'il y avait, quelles étaient les différentes thématiques, en fait, répéter les différentes thématiques et tout ça, et prendre un peu plus possession du projet, quoi, de meilleure compréhension du projet. Oui, bah, après, tu verras sur la première page de questionnaire, on insiste assez lourdement de regarder, imprimer et regarder l'agenda stratégique avant de répondre au questionnaire, pour se donner un peu une vue d'ensemble et y réfléchir un petit peu avant. C'est vraiment mieux de regarder, mais ça prend pas beaucoup de temps, hein. C'est pas non plus. Non, j'ai vu, ouais, il est quand même Je assez pense didactique, mais bon. il y a deux pages par chapitre. Je pense que ça fait 8 pages de thèmes. Tout le reste, c'est du blabla, intro. Bon, si quelqu'un veut les lire, vous pouvez. Faites-moi un retour si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ne me faites pas un retour. Et par contre, sur le chapitre écologie, je veux bien un retour. Enfin, j'avais déjà demandé ça à l'époque plusieurs fois, mais si quelqu'un veut me faire un retour, je veux bien. Il y a encore d'autres questions? On a dépassé la demi-heure, j'étais un peu long d'ailleurs finalement. Mais bon, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup, Yves. Merci Nicolas et bon après-midi à tout le monde. Bon Merci, au revoir. après-midi. Bon après-midi. Bon après, merci.